Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, j'accueille à mon micro Pénélope Gaming, créatrice de contenu indépendante. Après des débuts sur Instagram, Pénélope a vite été séduite par la plateforme de streaming Twitch, où elle s'épanouit depuis plusieurs années. Vous devez le savoir, sa franchise est sa marque de fabrique. Pénélope est aussi chroniqueuse chez Un Monde de Jeux et pour le podcast Analysis Paralysis. Et depuis l'année dernière, elle endosse avec sérieux le rôle de membre du jury de l'As d'Or. Un parcours dans le monde ludique à la vitesse grand V. Nous nous sommes rencontrés au sommet des Jeux fin août à Valménier. Salut Pénélope, bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi ? Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup et salut aussi à tous ceux qui écoutent et à toi et merci pour l'invite, ça me fait très plaisir. Oui, écoute, ça me fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours et puis sur avoir un peu ton avis sur l'évolution du monde ludique. Enfin voilà, j'ai tout un tas de petites questions. Donc on commence par le commencement. Comment tu es tombée dans la marmite du jeu de société déjà en tant que peut-être que joueuse ? Il y a des gens effectivement autour de moi qui jouent depuis extrêmement longtemps. Moi je joue depuis extrêmement longtemps mais principalement aux jeux vidéo. J'ai commencé le jeu vidéo, je devais avoir 7 ans. La passion, la Game Boy et après toutes les machines possibles et imaginables. Donc énormément de jeux vidéo. L'attirance pour le jeu de société, bien sûr, très tôt. HeroQuest, La Bonne Paye, des trucs comme ça. Enfin, j'ai joué étant jeune. Mais après, je me suis dirigée vers mes autres passions. Disons que vers 18-19 ans, j'étais musicienne et j'ai vraiment eu envie de faire mon groupe. Et en fait, tout était très chronophage. J'avais plus tellement le temps de jouer, sauf aux jeux vidéo. Donc, j'ai été musicienne d'abord. Et puis après, j'ai été vidéaste. J'ai été monteuse. J'ai bossé pour des artistes. Ça a duré 10-15 ans. Et puis, j'ai fait un magnifique burn-out vers la trentaine. Je rejouais un petit peu aux jeux de société. Je m'étais acheté un Carcassonne. Je m'étais acheté des choses comme ça. C'était quelque chose que j'avais dans un coin de la tête qui me permettait de me détendre. Et puis, avec ce burn-out, l'envie d'avoir des occupations qui ne m'usaient pas les yeux, qui me permettaient de me changer les idées. Et j'ai poussé la porte de boutique de jeux et j'ai commencé à tomber dans cette folie furieuse où on achète des Kallax en un espace-temps record. C'était il y a maintenant ça fait une dizaine d'années. Ça, c'est arrivé, c'est un point commun avec pas mal de personnes, ça. Ouais, le burn-out ? Non, malheureusement, le burn-out, je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup. Aussi. Mais le fait de découvrir un ou deux jeux et ensuite d'en acheter par dizaines. Je crois beaucoup au bienfait du jeu de société comme pansement, comme médicament en cas de passage à vide, on va dire, dans la vie. C'est quelque chose de social et reposant. Ça ne demande pas trop d'efforts à faire avec les autres. Et donc, moi, ça a été vraiment un refuge à un moment. Et en 2016, sans aucune arrière-pensée de ma part, au contraire, c'était vraiment... comme je voulais un peu changer de peau, un peu changer de vie, un peu tourner une page, j'ai créé un compte Instagram avec un prénom qui n'était pas le mien, pour qu'on ne me retrouve pas. En fait, c'était vraiment ça l'idée. Donc ton prénom c'est Bérangère. Mon prénom c'est Bérangère et je voulais me faire une deuxième vie, une deuxième bulle peau, aussi. Une bulle, et sans aucune intention que ça m'amène où que ce soit. C'était vraiment juste partager. En fait, j'adore dire ce que je pense sur les choses. C'est un peu un problème de vie. C'est-à-dire que quand je mange dans un resto, j'ai envie de dire ce que j'en pense. Quand je regarde un rond-point, j'ai envie de dire s'il est beau ou s'il n'est pas beau. Si c'est, le moindre truc chez moi est évalué. On en rigolait avec Maud Chalmel, l'illustratrice, parce qu'elle me disait « Mais t'évalues tout, toi ?» Je fais « Oui, j'évalue tout ce que je fais tout le temps. » Et donc, très vite, j'ai eu envie de noter quelque part, de garder comme un journal, un peu comme un blog, ses avis et partager des photos, parce que j'aime bien faire de la photo. Et en fait, j'ai fait ce compte Instagram, Pénélope Gaming. Oui, tu aurais fait ça 10 ans plus tôt, tu aurais fait un blog, sans doute. Sans doute, je pense que ça aurait été un blog. Et donc, j'ai commencé ce compte Instagram, qui a marché alors que je ne m'y attendais pas. Et puis, quand Instagram s'est mis à exploser... Parce qu'il y en avait très peu à ce moment-là, même peut-être pas du tout d'ailleurs. Oui, on était... Peut-être plus aux États-Unis ou... Oui, il y avait pas mal de comptes américains, mais en France, on était... très peu encore, et je me souviens de Girl.game et moi. Mais c'était à peu près... J'exagère, mais c'était en 2016, c'était un peu le cas. Ça ne m'étonne pas. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je suis montée vite sur Instagram. Et après, il y a eu
beaucoup de gens qui sont arrivés et puis et qui faisaient ça mieux parce qu'avec plus de projets dans l'idée. Et moi, je me suis dit, en fait, Instagram, ça me plaît pour partager, mais c'est pas là que je vais m'exprimer. Et je me suis dit, en fait, il me faut un média dans c'est lequel... limité en expression aussi, Instagram. Voilà. Ouais. Je suis bavarde, vous l'entendez. Et donc, je me disais, Twitch, ça réunit pas mal de ce que je sais faire. C'était de la vidéo comme mon métier. C'était du direct comme dans la musique. C'est du spectacle. Pour moi, dans Twitch, il y a une dimension spectacle parce que c'est du direct. Et c'était parler de jeux et échanger en direct avec les gens. Donc, je me suis dit, je serais plus à l'aise sur cette plateforme. Oui, et puis c'est une plateforme qui t'a trouvé aussi, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Enfin, c'est rigolo, c'est un truc que je dis souvent. Je dis, si on m'avait demandé il y a 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'aurais jamais pu dire, je veux faire un stream sur Twitch, ça n'existait pas. Ben voilà, c'est donc ça. Quand on emmerde les jeunes avec qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je leur dis, répondez, mon métier n'existe pas encore. Ouais. C'est sûr. Et alors aujourd'hui, justement, Twitch, c'est quand même 5400 followers. Enfin, là, j'ai regardé il y a la pour semaine Twitch, dernière. c'est bien, c'est plutôt bien, ouais. Ouais. En nombre d'abonnés, 400... Enfin, j'étais à 415 il y a une on semaine. est monté à 650 avant les vacances, mais là, je suis partie. C'est vrai ? Non, mais c'est normal, ouais, ça fluctue. Ça fluctue beaucoup. Okay. Quand tu es plus actif, ça part un peu. Mais c'est absolument pas grave, en fait. Il faut savoir, ça, c'est aussi très difficile dans ce métier. On pourra en parler après, mais beaucoup de gens qui sont dans la création de contenu, il y a une pression de je vais partir 2 semaines, je vais lâcher, je vais pas faire de contenu pendant tant de temps. Il faut apprendre à le faire, sinon... On éclate vraiment c'est et puis parce qu'effectivement on fonctionne qu'avec des stats sur ces outils là quand même beaucoup. Donc faut savoir, par exemple, se dire 5004 sur Twitch, c'est moins que sur YouTube, mais en fait c'est des chiffres qui n'ont pas beaucoup de sens, parce que ce qui compte c'est la transformation de ce chiffre. Je sais pas comment dire, sur YouTube, si tu as 15 000 personnes qui te suivent mais qu'en vrai t'en as que 300 qui regardent régulièrement tes vidéos, alors que Twitch c'est en général moins de chiffres, mais beaucoup d'habitués, de gens qui reviennent et qui regardent du direct. Donc les chiffres, ça veut tout et rien dire, en fait. Ce qui est important, je l'imagine, c'est plus l'interaction que tu as avec les gens en direct, quoi. Oui. Mais là, moi, dans mes projets, j'ai envie de lancer une 2e chaîne Twitch à la rentrée, surtout sauf le jeu de société, parce que j'ai besoin de m'aérer l'esprit et que j'ai pas envie d'emmêler les choses. Ça sera cinéma, jeux vidéo et peut-être même un peu d'histoire, parce que je fais des études sur le sujet. Et encore une fois, je veux pas la commencer avec des intentions. C'est-à-dire que dans mon idée, c'est s'il y a 10 personnes, très bien. S'il y a personne, encore mieux, je serai tranquille. Non, mais c'est... Ouais, il faut aussi faire ce qu'on a envie de faire. Ça a commencé comme ça pour moi. Et voilà, faut se faire plaisir d'abord. Comme toi et ton podcast, c'est le plaisir de faire de la radio qui prime avant l'idée que ça soit écouté. C'est l'envie de faire. L'envie de faire de la radio et de rencontrer des gens. Et voilà. Et du coup, Twitch, puisqu'on était parti là-dessus, est-ce que tu peux rappeler un petit peu les formats que tu proposes, ce qu'on peut retrouver ensuite sur ta chaîne YouTube ? Ouais, il y a 2 formats principaux. Le format qui est vraiment celui que je fais le plus régulièrement, c'est la règle, la partie et surtout la critique, parce que c'est parti de l'idée que je voulais jouer des jeux en entier avec l'aspect découverte, c'est-à-dire pas présenter un produit fini aux gens qui les aide à accéder au jeu. On me reproche parfois d'avoir pas mal de fautes de règles et tout, mais moi ce que je veux montrer, c'est quelqu'un qui découvre le jeu, qui ne l'a pas préparé avant, qui découvre en direct, qui donc va peut-être faire des erreurs de règles, qui donc va peut-être avoir des mauvaises interprétations de la règle, mais je ne vais pas aider, si une règle est difficile à interpréter, je ne vais pas aider la personne qui l'a fait à mieux le présenter. Oui, bien sûr. L'idée, c'est un peu le crash test. C'est un peu... alors, je le prends toujours en considération au moment de la critique, parce qu'on me dit tout le temps... C'est le premier avis, quoi. Voilà, on me dit tout le temps, ouais, mais tu critiques un jeu au bout de la première partie. Alors déjà, premièrement, quand on a joué 10 ans de sa vie à 1600 jeux, on est capable, on sait quand on joue à un jeu, quand il va nous plaire, quand il va pas nous plaire. Et puis la première sensation est importante. Et c'est vraiment une première sensation. Est-ce que ça me donne envie d'y revenir ? Quelles sont les choses que je vois tout de suite qui vont pas ? Et quand j'ai des réserves, parce que je vais toujours dire ça, on verra au bout de 5-6 parties comment ça se passe, etc. Mais oui, l'idée c'était de pas faire un produit où tout est mâché et c'est très important, ce genre de format, ça aide. Mais moi, l'idée, c'était le crash test du jeu et la vie à chaud. Et l'autre format qu'on trouve sur ma chaîne, c'est les sorties du mois et les retours du mois. Donc là, les retours, c'est des gros formats de 3 heures à peu près, où je parle d'un nombre de jeux assez incalculable. Des fois, c'est 40, 50, ça m'est arrivé de faire 60 jeux. C'était aussi une volonté de ma chaîne. Je ne voulais pas parler que des jeux qui me plaisaient. Je voulais parler de tout ce qui me passait entre les mains pour qu'il y ait et des avis positifs et des avis négatifs. Mais pour qu'un avis négatif ne soit pas je prends un jeu
en particulier je le cible, et bah, il faut que ça soit exhaustif en fait. Il faut que je parle de tout ce à quoi je joue pour que ça soit juste pour tout le monde. Et du coup, il y a ces 2 gros formats. Et le format des retours, c'est un peu mon favori parce que c'est celui où je reviens. Il n'y a pas que de la nouveauté dedans. C'était ça qui était important pour moi. Il y a beaucoup de vieux jeux, de petits jeux, de jeux que je n'ai pas le temps de traiter en vidéo. Et d'ailleurs, dans les vieux jeux, tu as aussi Archéologeux. Oui, avec c'est vrai. Paul Gara. C'est bien que tu me le rappelles. Mais oui, parce que ça aussi, c'est un format sympa, ouais. je trouve, de les ressortir. Bon, quand on dit des vieux jeux, entendons-nous. Hein. Ouais. Alors oui, c'est plus de 10 ans. Voilà, c'est ça. La règle, c'est plus de 10 ans. Et l'archéologeux, alors déjà, j'étais contente d'avoir trouvé un nom. D'habitude, j'en trouve pas, donc là, j'étais contente. Et l'archéologeux, c'était l'idée, c'était de jouer à un jeu, mais pareil, dans la même idée de soit découverte, soit on le connaît et on a envie de le faire découvrir, avec Paul Gara. À la base, ça devait être avec plusieurs personnes, mais Paul Gara est tellement... Enfin, je veux dire, c'est tellement la personne avec qui faire cet exercice-là. Elle a une grosse culture ludique et elle adore analyser, donc on se retrouve très bien là-dessus. Et en fait, l'idée surtout, c'était de remettre à chaque fois le jeu auquel on jouait dans son contexte. C'est-à-dire rappeler son auteur, tous les jeux auxquels il a joué, quels sont les jeux qui sortent à l'époque, qu'est-ce que ce jeu a apporté dans l'univers ludique, etc., etc. Parce que moi qui suis férue d'histoire, c'est quelque chose qui me passionne. Quand je joue à un nouveau jeu, j'ai envie de savoir qui l'a fait, qui l'a illustré, tiens, quels sont ses anciens jeux, et recouper. Est-ce que les auteurs ont un style de jeu, des mécaniques préférées voilà, ça permet aussi de... C'est pas parce qu'un auteur est très bon que c'est un génie. Enfin, je veux dire, c'est se dire, même Reiner dit, tiens, il peut faire des mauvais jeux, et on a le droit de dire d'un jeu, celui-là, il est un peu moins bon, parce que quand même, il en a fait plein d'autres qui sont très très bien. Voilà, c'est contextualiser, et pas juste que le jeu soit un produit qui arrive, et on y joue, et youpi, je suis content, je passe au suivant. Donc, c'est des formats qu'on peut pas faire régulièrement, parce que ça demande qu'on ait le temps toutes les deux, que c'est vraiment pas de l'actu, donc ça ne nous rapporte rien, ni à l'une ni à l'autre. Mais en même temps, moi, comme je dis souvent, j'ai pas de financement, je suis pas financée de partenariat, voilà, avec les auteurs, avec les éditeurs. Et donc, quel que soit mon format, c'est de toute façon. Mais les gens cherchent surtout la nouveauté, c'est-à-dire que je sais que les archéologeux, en moyenne, font moins de vues. Sur YouTube. C'est un parti pris personnel de les faire pour... voilà. Mais il y en a des fois qui marchent très bien. Mais ça participe à la culture ludique. C'est ça. Et je me dis, c'est des vidéos que les gens pourront trouver s'ils en ont besoin, s'ils le cherchent. Complètement, puisque voilà, l'intérêt d'après d'être sur YouTube, c'est de pouvoir archiver tout ça. Oui, au final. C'est ça. Ça vient de là. Et alors, donc je rebondis sur ce que tu disais, sur effectivement ta volonté d'être indépendante. Oui. Ça, c'est vraiment important. C'est ta ligne de fabrique depuis le début. Voilà, donc tu t'y tiens. Donc, j'ai eu ce moment où je me suis demandé, comme tout le monde. C'est pas facile, justement, de s'y tenir. Aujourd'hui, c'est devenu ton métier principal. Oui. Comment tu t'en sors, en fait? Alors, déjà, premièrement, je m'en sors à moitié grâce à Trick Track à une époque, et aujourd'hui grâce à un monde de jeu que je remercie 1000 fois d'avoir fait appel à moi, puisque un monde de jeu me paye quand même. Mais ça m'amène la moitié de mes revenus, et l'autre moitié, c'est les abonnés. Et les abonnés sur Twitch. Avec tout ça, je fais, dans les bons mois, un bon SMIC. Ouais, mais c'est important de le dire, parce qu'on ne se rend pas compte. Dans les mauvais mois, un petit SMIC. Et puis, dans les mois où, comme là, par exemple, c'est le mois d'août, je ne travaille pas parce que j'ai pris des vacances, ça me rapporte un petit peu de ce qui reste d'abonnés pendant que je ne suis pas là, ou des choses comme ça. Mais je ne me fais pas beaucoup d'argent. Mais je m'en fais. J'ai la chance d'avoir une compagne qui gagne un peu mieux sa vie que moi et qui me permet de faire une activité qui me plaît et qui me permet de m'y consacrer pleinement. Alors, je ne vais pas mentir. Je dis SMIC parce que c'est la moyenne. Les très bons mois, ça a pu monter plus haut. C'est les mois de décembre, c'est les mois de juin, c'est les mois où les gens donnent parce qu'ils savent, c'est très ponctuel. Voilà. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. Surtout que là-dessus, moi, je suis auto-entrepreneur, donc ça devient un SMIC en fait. Ouais, c'est ça, il faut... c'est une fois que j'ai payé toutes les charges. Quelque chose, il faut redonner. Et en fait, pareil, ça, je m'y attendais pas. Quand j'ai commencé la chaîne Twitch, je pensais pas que ça me rapporterait de l'argent. Les premiers abonnements, quand j'ai vu arriver les premiers virements de 100, 200 euros sur mon compte, j'étais là genre, waouh! C'est super, je peux gagner des sous sans intermédiaire, sans client, sans faire appel à un éditeur, etc. Ce qui est très important, c'est que je ne trouve pas, au contraire, que c'est mal de faire appel aux éditeurs pour financer les vidéos. J'ai juste une vision très simple. Pour moi, une vidéo financée est une vidéo où on ne donne pas son avis. C'est tout. Voilà. Je ne peux pas dire du bien d'un jeu à partir du moment où j'ai été payé pour faire du contenu. Par contre, de la règle, de la présentation, de l'interview, tout ça, c'est des formats qui doivent être financés parce que ça me semble normal. C'est pour ça que ce que je fais
avec un monde de jeu, c'est très différent. Encore que les infoludiques, c'est pas financé par des éditeurs. C'est un monde de jeu me paye, mais eux, il faut qu'ils trouvent des sous autrement. C'est de la publicité, c'est etc. Donc la parole dans les infoludiques, elles sont super libres. Super libres. Ouais. On dit exactement ce qu'on veut, mais quand on me voit dans des vidéos de présentation de jeu, on remarquera que je donne pas mon avis et que parce que c'est un moment de présentation. Et là, pour le coup, je suis rémunérée et je trouve ça normal. Maintenant, à partir du moment où je dis dans cette vidéo, je vais faire une critique, je n'y arrive pas. J'ai eu des gens qui m'ont proposé, j'ai eu 1 ou 2 vidéos, et je vais être très sincère, 1 ou 2 vidéos a été rémunérée sur ma chaîne. J'en ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire que j'ai fait la vidéo, j'ai dit ce que je pensais, je suis allée me coucher. Et j'étais là genre, mais t'as dit ce que tu pensais ou t'as dit... Ouais, ça t'a tourné. Et je savais pas si j'avais dit plus gentil ou plus méchant. Est-ce que tu as été plus méchante parce que tu savais que tu étais payée et que tu voulais être particulièrement juste? Voilà. Et donc, ça m'a complètement pourri. J'ai fait, c'est impossible à faire comme exercice. J'ai demandé aux éditeurs, je leur ai dit, maintenant, si je fais de la critique, je ne suis plus payée, je le dis. Par contre, je peux toujours faire... des vidéos un peu... Si c'est sur le thème de l'histoire, j'ai fait un format, c'était sur la série des 1900 chez Origame, que j'aime beaucoup. Bon, là, c'est un format, j'ai déjà dit 1000 fois que j'adorais ce truc. J'ai accepté parce qu'on a fait une présentation de toute la gamme. D'accord. Donc, voilà. Mais ça va être hyper ponctuel. Donc c'est très... Et précisé en plus, tu le précises. Et précisé, il y a le mot sur la vidéo, je le répète 15 fois. Enfin, voilà, j'ai j'ai besoin d'être très transparente. Et à contrario, en restant justement en droite dans tes bottes sur cette ligne éditoriale-là, est-ce qu'il y a du coup des éditeurs qui ne veulent pas jouer le jeu ? Sans nommer forcément, mais en disant est-ce que on sait que Pénélope, elle est très franche. Franchement, pour l'instant, j'ai pas mal de chance. Je vais pas me plaindre. J'ai plutôt plus de gens qui jouent le jeu que de gens qui ne jouent pas le jeu. J'ai bien vu que certains... je vais pas citer de nom, vraiment pas. Non, c'est mais, pas le but. Mais oui, il y a eu des fois où ce que j'ai dit n'a pas plu. J'essaye toujours de le dire le plus intelligemment possible, le plus argumenté possible, et en prenant quand même les précautions de dire, par exemple, c'est simple, il suffit de dire ce jeu-là, chez cet éditeur, ça marche pas, mais il a ce jeu-là qui marche bien, voilà, de mesurer, rappeler que c'est pas tout le travail d'un éditeur qu'on juge, mais vraiment un jeu. Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire moi je suis consommatrice, je suis pas influenceuse, moi je suis consommatrice de jeux et je donne mon avis et j'ai la liberté de le faire. Et là où j'ai de la chance, c'est que les éditeurs jouent le jeu et m'envoient quand même des exemplaires presse, et c'est vrai que ça serait difficile que la chaîne survive sans les exemplaires presse. Je précise aussi que je reçois des exemplaires presse, mais non accompagnés de demande. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'obligation de faire de traitement du jeu, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je peux dire que je fais sans partenariat. Non, grosso merdo, j'ai quand même... ça joue quand même vraiment le jeu. Une mauvaise critique ne fait de mal que si le jeu est mauvais. C'est terrible à dire, mais si le jeu est bon, il y aura trop de bons bouche à oreille, il y aura trop d'avis opposés. On est plein à faire des vidéos maintenant. Donc, en général, quand on a une mauvaise critique qui fait du mal à un jeu, c'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'il y a d'autres chaînes, il y a d'autres gens qui vont avoir dit que le jeu n'était pas bon. En plus, c'est quand même assez connu que tu défends de toute façon tout le travail qui est fait tout autour de... Quand on sort une boîte de jeux, c'est tout le travail de tout le monde, les auteurs, les illustrateurs, illustratrices. Enfin, voilà, je sais que tu... j'ai le respect que tu as pour tous les acteurs ludiques, justement. J'ai une phrase, je dis tout le temps, je critique un jeu, je critique pas les gens. Moi, je ne dis pas parce qu'un jeu est mauvais que l'auteur est mauvais. Je dis le jeu est pas bon. Peut-être il fera un bon jeu plus tard. Peut-être il a fait des bons jeux. Peut-être... Alors, par contre, je suis très nette sur ce truc-là. Les gens vont me dire « Ah ouais, mais en fait, tu peux pas dire qu'un jeu est bon ou mauvais. On dit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. » Non. Regardez en musique, regardez en cinéma, on est beaucoup plus apte à dire très vite un jeu est mauvais, un film est mauvais ou un film est bon. Mais on accepte plus l'idée qu'on peut aimer des mauvais films, qu'on peut aimer des mauvaises musiques, qu'on peut... Et moi, je dis, attention, je ne dis pas, quand je dis qu'un jeu est mauvais ou qu'un jeu est pas bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de l'aimer et qu'on n'a pas le droit d'aimer y jouer. Moi, j'ai des jeux que je considère comme des plaisirs coupables, que je ne trouve pas très bons, mais que j'aime jouer. Je pourrais en citer un, mais Parks, par exemple. Je trouve ça assez plat, mais j'aime bien ce jeu. Voilà, de temps en temps, j'aime bien le sortir et je le trouve joli et je suis très superficielle. Ça fait voyager un peu. Voilà. C'est l'exemple que je sors à chaque fois parce qu'il me vient en tête tout de suite, mais il y a des jeux comme ça où on sait, c'est un peu moins bien, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien y jouer. Voilà. Alors parfois, il y en a qui n'aiment pas l'expression plaisir coupable parce que ça aurait l'air de dire que c'est coupable de prendre du plaisir, etc. Blabla. Bon, on n'est pas là pour... on va pas tortiller. Tu m'aurais sorti Monopoly, on aurait pu... Voilà. Mais même, c'est pareil. Typiquement,
je reproche à personne d'aimer jouer à aucun jeu. Par contre, on doit pouvoir dire ce jeu. Par exemple, le jeu de loi, c'est pas un jeu. On est d'accord. C'est puisque on ne choisit rien. Mais il y a plein de gens qui aiment jouer aux jeux de loi. Mais pour moi, c'est pas un jeu. Voilà, ça va être ça la différence. Bien sûr. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Tu as vite fait évoquer Trick Track tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, sur comment tu t'es retrouvée dans cette aventure, même si elle a été malheureusement courte, mais pour toi en tout cas. Ah ouais, c'était triste. Donc ça a été très frustrant aussi, j'imagine. Ouais. On peut revenir un petit peu sur tes expériences qui a dû être super enrichissantes. C'était génial. Et j'ai fait des rencontres super. J'en ai gardé un. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, François, c'est un pote. Enfin, c'est là le jour où Trick Track m'a appelé, le jour où j'ai reçu ce coup de fil pour me proposer de bosser chez Trick Track, c'était comme dans un rêve. C'était, mais comment c'est possible ? Je n'avais vraiment fait aucune demande, je n'avais envoyé de rien à personne. Je faisais ma chaîne dans mon coin. Je sais que, apparemment, j'avais été recommandée par plusieurs personnes. Je crois qu'on m'avait repéré sur ma petite chaîne dans mon coin et ils cherchaient un certain type de profil et j'ai collé à ça. Et je pense que le côté justement critique, ça leur convenait bien. Et j'ai vécu, c'était court, mais c'était super. Ça durait un an complet, à peu près. Hein. Ouais, un petit peu moins. Mais ce qui était vraiment super et ce qui n'existe plus, c'est qu'il y avait des locaux, une équipe. Quand je dis une équipe, c'est même une équipe derrière la caméra, c'est-à-dire des monteurs, des gens qui s'occupent du site internet, voilà, il y avait du monde. Alors, c'était pas une énorme machine, mais c'était quand même quelque chose qui fonctionnait comme un bureau. Et du coup, il n'y a pas ce stress permanent qu'ont tous les créateurs de contenu de tout est bricole, tout est soi-même, et on fait plein de choses. Tout gérer, c'est compliqué. Et là, moi, j'avais juste à jouer à des jeux avec des gens que je trouvais formidables, me pointer au tournage pour parler de ces jeux, et c'est tout. Et j'étais payée pour ça. Mais c'était un rêve, vraiment. Et j'ai passé... C'est une des plus belles périodes de ma vie. Et j'ai fait des rencontres formidables et je remercie l'équipe derrière. Je crois qu'il y a Julien qui m'avait repéré. S'il écoute ça, mais il n'écoutera jamais parce qu'il n'aura jamais le temps. Mais d'avoir pensé à moi, de m'avoir donné d'avoir cette fait chance. Confiance aussi, effectivement. C'était une grosse chance. Et ça a changé énormément de choses. Alors pour justement, moi. ça a été justement pour toi un tournant. Tu le vois comme ça Oui. Ouais. Bah oui. Plus ou moins le jour où l'annonce se fait que Trick Track s'arrête, c'est un monde de jeux qui m'appelle. Alors on avait déjà des échanges avant, mais là pour moi c'était un peu mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive moi j'étais une consommatrice de ces vidéos-là, de Trick Track, d'un monde de jeux, de Dice Tower, beaucoup. Moi j'ai pris beaucoup d'influence de Dice Tower, mais du coup il y avait ce truc mais j'ai énormément de chance. Enfin voilà, on a eu un appel avec Martin, j'ai découvert Martin à cette occasion. Enfin on se connaissait un peu, mais vraiment j'ai senti à ce qu'il me disait que moi ce qui comptait pour moi, c'était que je garde ma liberté. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de pouvoir faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, et que je ne me sente pas une chaîne autour du cou. Et j'ai senti quelqu'un qui était complètement OK avec ça, et que j'allais faire partie de l'équipe d'un monde de jeu, mais je suis toujours moi, je suis toujours... Oui, on ne demande pas à jouer un rôle, voilà. Et que j'avais toujours ma chaîne, ça c'était important, et ben voilà, monde de jeu derrière, et encore derrière, le fameux appel pour être jury. Et là, alors voilà, on y vient. On y vient, effectivement, au jury de l'Asder. Donc, ça a été une sacrée surprise, encore plus que Trick Track. Ouais, c'est le truc où c'est la cerise sur le gâteau, où à un moment j'ai fait pincez-moi, faut que ça s'arrête, quoi. Enfin, non, pas dans le faut que ça s'arrête, mais en fait, il n'y avait pas mieux comme revalorisation pour mon travail. Je me disais, mais donc on voit que je bosse, on voit que j'y mets du cœur, on voit que je suis sérieuse, parce que sinon, ça n'en arriverait pas là. Je pouvais pas. C'est la reconnaissance par ses pairs, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Et quand on est choisi pour être membre du jury, on a une petite appréhension sur comment ça va être reçu par les gens. Quelles vont être les réactions sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens vont en penser et tout. Et les réactions ont été tellement géniales. Je veux dire, j'ai reçu des dizaines de messages. Le mot qui revenait le plus, c'était « c'est mérité ». Mais moi, ça a été encore une fois, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je me disais, mais chouette, enfin cool, j'ai bossé, et donc je suis pas complètement une arnaque dans cette histoire. le complexe de l'imposteur, comme on dit. On l'a tous quand on se fabrique tout seul. Ça a permis de l'évacuer peut-être, ce complexe-là ? L'évacuer, non. Encore aujourd'hui, quand je pense que je suis membre du jury, je suis genre, oh là là, c'est fou. Par contre, comme moi je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux, je prends ça comme un job. Mais d'ailleurs, on le prend tous comme un job. Mais moi, je le prends comme un job. C'est-à-dire que je travaille... On n'est pas rémunéré. Que ce soit bien clair, il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'est pas rémunéré. On est
légèrement défrayé, mais on n'est pas rémunéré. Et donc, le temps qu'on y consacre, c'est... Moi, des fois, je lis des trucs. Quand je parle comme ça, c'est vraiment comme si j'étais extérieure au jury. J'ai lu des trucs, des commentaires ignobles sur le jury de l'Astor. Et bien, même avant d'en faire partie, sur des sous-entendus de graissage de pâtes c'est des gens qui n'y connaissent rien. Enfin, renseignez-vous un minimum parce que tous les membres du jury sont des grands passionnés, des grands spécialistes du jeu et qui ont des profils très différents. On connaît souvent ceux qui sont médiatisés comme Maxildan, moi ou Marie, mais on est 9. Oui, avec des profils différents. Avec des profils, voilà. Des ludothécaires. Et puis Vincent de Dienne, bien sûr, que je ne cite pas parce que il est tellement connu que voilà. Ouais, mais on se demandait, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est un super grand passionné. Ouais. Moi, j'ai été super surprise de voir à quel point il aime le jeu expert. Il joue tout le temps. Il nous envoie des messages en permanence pour savoir à quoi jouer. Enfin, il fait des week-ends jeux tout le temps. Enfin, c'est un vrai passionné. C'est un vrai de vrai. Et il a un regard qui est très intéressant, qui est hors milieu, qui est hors monde professionnel. C'est très important d'avoir un regard un peu de joueur simple. Ouais, c'est bête à dire, mais passionné. Ben, je peux dire qu'il a plutôt des bons avis. Enfin, je veux dire, il est vraiment expert, quoi. Alors, comment ça s'organise justement quand on est jury de l'Asdor comment ça se passe l'année du coup? Parce que, en plus, t'as prévenu tard. T'as demandé assez tard, c'était déjà bien. L'enfer. C'était en juin 2023. Donc j'ai dû rattraper tout en une année complète en une demi-année. Bon, comme je jouais beaucoup aux sorties, mais cette année je suis plus détente. Là, j'ai joué à tout. Je suis pas du tout en retard. À jour. Je suis à jour. Okay. Donc justement, comment ça se profile en fait? Il y a des temps forts, j'imagine, pour les membres du jury aussi. On joue. Vous avez à jouer ensemble ou c'est vraiment chacun de son côté? Alors, c'est un peu les deux. On essaye de temps en temps. En fait, normalement, on essaye de se retrouver pour jouer ensemble de temps en temps. C'est plus pour créer une cohésion de groupe que vraiment pour jouer au jeu. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que quand on joue ensemble au jeu, en gros, un même jeu, si on joue 4 membres du jury ensemble à un même jeu, au même moment, l'expérience du jeu risque d'être à peu près la même pour les 4 membres du jury. Donc si la partie n'est pas très bonne, c'est un jeu qui va se retrouver avec peu de chance. Donc plus on joue à l'extérieur avec plein d'autres gens, plus on a d'expériences différentes de parties, c'est plus intéressant d'arriver et de dire moi j'y ai joué, j'ai trouvé ça génial, et qu'un autre membre dise moi ça n'a pas marché. Quand on est dans la même table, l'expérience est souvent commune. Oui, c'est sûr. Donc on a plutôt une tendance à vraiment beaucoup jouer séparément. Et puis il y a un moment en fait où c'est un peu du rattrapage, c'est-à-dire sur la fin d'année, on se refile tous, ça faut absolument y jouer, ça faut absolument y jouer, on se tient au courant, parce qu'il y a quand même environ 500-600 jeux qui sortent par an. Donc il y a une liste quand même précise. Ouais. D'accord, ok. Qui est tenue tout au long de l'année. On a un fichier avec tous les jeux qui est mis à jour, où on met nos appréciations, donc on se tient au courant. Et c'est comme ça qu'on va un petit peu se guider les uns les autres. Le but étant que chaque jeu ait été joué au moins une fois par un membre du jury. Et puis bien sûr, ceux qui vont être dans la shortlist, il y en a un bon nombre dans la shortlist. On n'a pas le droit d'en parler. Enfin, on préfère ne pas en parler. Il y en a un bon nombre. Ceux-là, ils seront joués par tous les membres du jury, quoi qu'il arrive. Il faut que tout le monde ait joué à tous les jeux. D'accord. Et donc après, il y a des temps de rencontre plus précis. Oui. Plus on se rapproche, on va créer en fonction. Moi, j'habite sur Paris. Eva habite aussi sur Paris. Il y a Marie, il y a Max. Ça arrive qu'on se retrouve, Vincent. Ça arrive qu'on se retrouve entre Parisiens pour jouer. Mais on essaye de créer des rencontres. Il y a quelques week-ends dans l'année où on va se retrouver pour jouer tous ensemble. Et voilà. Et l'échéance finale, c'est donc ces 2 ou 3 jours de vraiment délibération. Oui. On a 2 jours, mais en fait, toutes les délibs se font en une journée. Ok. Voilà, la shortlist est faite avant, donc on a des préparations, mais au moment de la délibération, c'est en une journée, mais une journée qui dure 24 heures. 24 voilà, c'est heures, presque, c'est une journée, quoi. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va aller se coucher. D'accord. Là, c'est pour Cannes 2025. Vous avez déjà les échéances. Enfin, la date, vous savez quand sera les délibérations? Je pense que je ne vais pas le dire. Non, mais j'ai pas besoin de savoir la date, mais en gros, dates. tout est calé déjà. Enfin, vous savez où vous allez, quoi. C'est ça la question. Tout à fait. Ok. Donc ça, c'est un rôle que tu prends très à cœur. Oui, que je prends. Mais en fait, je trouve que c'est une mission qui est hyper importante. Bien sûr, ça me fait kiffer à titre personnel. C'est génial de se dire qu'on va donner son avis sur tous les jeux qui sortent, qu'on va pouvoir faire partie de l'histoire du jeu de société d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis que c'est un travail sérieux, parce que c'est un vrai poids de pas récompenser n'importe qui, qu'on ne parle pas pour soi. Je ne suis pas là pour défendre mon jeu chouchou. Je suis là pour défendre le jeu. Je dis ça, je suis là pour défendre. On est là, tous ensemble, pour défendre ce qui va être l'Asdor. Et c'est un exercice qui n'est pas simple, parce qu'il faut
mettre 9 personnes avec des caractères très différents, d'accord. Les gens, souvent, se disent ah oui, le jury. Mais c'est pas le jury, c'est les jurés. On est 9. Quand ça commence à tomber sur un tel ou un tel, on ne sait pas. Personne ne sait ce qui se passe dans cette salle. Personne ne se bat pour son bout de gras. Personne, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, c'était pas ça. C'est pas du moi, je veux celui-là, toi, tu veux celui-là, nanana. C'est pas ça du tout. C'est vraiment tous les arguments vont être mis sur la table. Chaque jeu va être défendu. Chaque jeu va être réfléchi. Et les arguments, ils sont entendus parce qu'on est tous professionnels, entre guillemets, dans l'approche qu'on fait de cet exercice. Et on va s'écouter. En fait, bizarrement, si je suis à une table avec des gens et que je parle d'un jeu, je vais pouvoir faire preuve de mauvaise foi dans la vie de tous les jours. Je vais être là genre, mais non, mais ce jeu, c'est nul. Si je suis à l'As d'or, je vais me mettre vraiment dans la peau de ce que je ne suis pas. Si je joue à un jeu familial, hyper random, avec plein de hasard dedans, je vais me mettre dans la peau de ceux qui aiment ça pour essayer de le juger le plus justement possible. C'est pas moi et mes goûts d'habitude qui va... Enfin voilà, et c'est le regarder au regard aussi de l'histoire du jeu, qu'est-ce qu'il apporte au monde du jeu, qu'est-ce qu'il représente au monde du jeu. Voilà. C'est un exercice qui est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Et c'est un très bon groupe avec lequel c'est très agréable de faire ça. Ouais, c'est intéressant. Enfin, j'imagine que tu apprends aussi des autres, pour le coup, aussi sur les ressentis. Énormément. Et puis, comme je dis, c'est bien sûr que les goûts interviennent, mais presque dans une première étape. À la fin, c'est vraiment l'échange verbal, les arguments, les contre-arguments. Et c'est là que ça va se jouer. Et c'est génial d'avoir quelqu'un qui est en face de vous. On lui laisse l'opportunité de vous convaincre. Moi, j'étais pas comme ça avant. Et non, mais c'est vrai, hein, je suis une tête de mule. Et quand on est dans ce genre de jury, on apprend ça. Ouais. On apprend ouais, je crois que tu as raison. Donc, on peut se laisser convaincre. Oui. Et il faut. Quand on sent qu'on ne peut pas se battre tout seul contre 8 personnes qui ont raison, quoi. Enfin, je me comprends. C'est-à-dire que c'est à un moment, il faut savoir... En fait, on ne peut pas faire partie d'un jury si on n'est pas capable de se remettre en question. Et en même temps, il faut savoir être ferme. Oui, aussi, parce que tu peux aussi défendre tes positions fermement, effectivement. Ouais, ça doit être une super expérience. C'est super. Et alors, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à jouer ? Parce que ça, c'est une vraie question, je trouve, parce que quand on est à fond comme ça, un peu partout, entre les nouveautés, les anciens jeux, le jury, etc., c'est... Alors, je ne vais pas te cacher que oui et non. Très dernièrement, non. Pas parce que je joue trop, mais parce que je ne fais que jouer. Moi, je suis quelqu'un, comme je te dis, j'ai d'autres passions. J'ai la musique, j'ai la vidéo, j'ai des photos. Et en fait, j'ai besoin d'un équilibre. Et quand je fais que d'une chose, quelle qu'elle soit, que ce soit la musique, que ce soit n'importe, à un moment, j'ai une overdose. Et en fait, là, je me suis dit, oula, faut que tu fasses attention, faut que tu rééquilibres. Là, je vais me réinscrire en fac d'histoire. Je vais ouvrir cette chaîne Twitch. Mais c'est pas parce que je veux abandonner le jeu de société. C'est pour retrouver le plaisir du jeu de société. C'est pour le rééquilibrer dans un environnement. Je trouve que dans le milieu du jeu de société, en plus, ça va très vite de vivre jeu de société. C'est-à-dire de faire ses week-ends dedans, de faire ses soirées dedans, de faire ses potes, son boulot. C'est un monde... Quand on met le pied dedans, on est happé, on est dedans. Et moi, j'ai besoin de respiration. J'ai besoin de... Par contre, ici, j'ai pris à nouveau vraiment du vrai plaisir parce que je me suis dit, je viens... Il n'y a pas de chronique, on est à Valmeillier, donc on est à Valmeillier, des jeux. Je ne fais pas de chronique, je ne fais pas de photos, je ne fais pas de report. J'avais dit que c'était mes vacances et donc je joue à n'importe quoi qui me passe sous la main. Et là, je prends du plaisir. Et je vais faire une rando le matin, je vais faire un escape game je vais faire un peu de photos dans l'après-midi. Et là, je reprends du plaisir, parce que ça se remet à sa place. Justement, la difficulté, j'imagine, pour toi aujourd'hui, elle est de jouer à un jeu normalement, sans se dire alors qu'est-ce qu'il va falloir que je te dise en critique, comment je vais le défendre à l'As d'or. Tout à fait. Et c'est ça qui doit être compliqué maintenant. C'est juste de jouer, effectivement, pour voilà, on joue, on s'amuse ce soir. Ouais. Et c'est vrai que, alors, par contre, depuis que je suis au jury, je ne joue plus à aucun jeu sans l'envisager d'un autre prisme que le mien. C'est-à-dire que je me mets pas juste moi, je joue et je prends du plaisir. Je me mets à la place de tous les gens que j'imagine quand ils jouent. C'est-à-dire, je me dis, ça c'est bien pour tel public, ah ouais, ça marcherait bien pour ma sœur. Enfin, je suis là, en train de réfléchir tout le temps à est-ce que ce jeu fonctionne pour quelqu'un d'autre que moi Et donc, il y a un moment, je suis là, genre, est-ce que tu l'aimes ou pas, toi ? Et tu sais plus trop. mais j'aime tellement cet exercice de critique et d'évaluation et d'analyse aussi du jeu. Comprendre pourquoi un jeu est bon, comprendre pourquoi un jeu est intéressant, comprendre pourquoi un jeu est innovant, pourquoi il donne du plaisir à certains et pas à d'autres. Et ça, c'est passionnant.
Alors, il y a une autre casquette que tu as depuis peu, c'est aussi pour le podcast Analysis Paralysis. C'est vrai. Tu me rappelles tout ce que je fais en fait. J'ai bien préparé. Hein, tu vois. Et puis j'écoute en plus. Donc, le podcast Analysis Paralysis qui a été lancé par Mathias. Mathias qui était aussi sur la radio des jeux et qui est éditeur également, de Spiral Édition. Parle un petit peu de ce podcast parce que moi je le connais donc je ne vais pas la raconter. Mais c'est quoi l'objet? L'idée du podcast, si j'ai bien compris, parce que moi je ne comprends jamais rien de ce que je suis en train de faire, c'est les autres qui comprennent mieux que moi, mais en gros c'est de faire un podcast autour du jeu de société et de parler de sujets autour du jeu, mais pas forcément de la dernière sortie, ce que j'adore faire, moi, parallèlement à ça dans ma vie de tous les jours, mais là, justement, ça va être des sujets plus... moi, j'ai pris des thèmes un peu philo, avec le FOMO dans le jeu de société, j'ai pris le fait que le jeu de société, pourquoi ça s'appelle jeu de société, etc. Je vais traiter ça comme ça. La dernière chronique, c'était sur la critique, justement. Est-ce qu'on peut être encore critique? J'ai fait c'était un exercice difficile pour moi de faire celle-là, parce que je me lançais dans un gros sujet pour moi, donc, mais il y a... aussi, Paul Guerra va vachement aller chercher des sujets qu'elle va décortiquer à mort sur des mécaniques. Moi, elle m'épate parce qu'elle est très technique. Gauthier aussi, il a pris le dé, un élément de jeu, puis parlait comme ça. Et Zéphiriel aussi, qui parle par exemple de l'appli BG Stat. Il est très dans son rapport au jeu, lui, j'ai remarqué. Et j'aime beaucoup... en fait, ce qui est super dans cet exercice-là, c'est que ça demande beaucoup de rédaction, ça demande beaucoup de travail. Et je pensais que j'en étais pas capable. Quand on m'a proposé, je me disais, j'y arriverai pas, il faut écrire, c'est pas de l'impro, c'est pas du live, je vais pas y arriver. Et en fait, j'y prends un énorme plaisir. J'aime beaucoup, encore une fois, les gens avec qui je le fais, et je trouve que on a des personnalités assez différentes pour que ça soit intéressant. Et je suis un peu comme toi, j'ai un fantasme autour de la radio et de ce format-là qui est libéré c'est le format le plus libre en fait. C'est le format où tu te dis tant pis, peu importe si ça marche ou pas. C'est pour ça qu'il y a eu les radios pirates. Oui, c'est ça. Et il y a ce petit sentiment-là de quand tu es en train d'enregistrer avec ton casque et ton micro et que tu sais pas si ça marchera, mais on joue quand même. On joue. Enfin, là, je dis un truc qui me paraît évident, mais peut-être qu'en fait, on me dit peut-être pas assez. On joue à la radio, on joue à la télé. Moi, je joue à avoir mon émission télé. Je suis une joueuse. Et ça m'amuse, en fait, comme un enfant. Et j'aime beaucoup ce podcast. Et ça me met une pression terrible. À chaque fois, j'ai hyper peur de faire une chronique pourrie. Et pour l'instant, il y a quand même de l'introspection, en fait. Oui. Ça aussi, j'ai l'impression. Pour moi, je me livre beaucoup dans ce que je prends des risques dans mes chroniques. C'est-à-dire que ça se sent. En fait, les choses m'intéressent pas si je suis pas moi. Enfin, si je me livre pas, j'ai du mal à. Je peux pas rester en surface, quoi. Faut que ça. Oui, il y a de l'introspection. Oui, j'ai parlé de mes problèmes de FOMO et tout ça. Mais je pense que de partager les problèmes et, comme je disais, je crois au pouvoir curatif du jeu de société. Ça permet à des gens qui écoutent de se reconnaître. Et peut-être ça aide des gens. Oui, peut-être, sans doute. Voilà. Écoute, donc, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça Bon, tu vas me dire ce dont tu auras le droit de parler, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui pourraient t'intéresser? Parce que tu as testé effectivement là, franchement, Instagram, Twitch, YouTube, là maintenant le podcast. Franchement, jury. C'est quoi la prochaine étape? Tu sais que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais de quoi je peux rêver maintenant vu que j'ai fait les trois... Enfin, pour moi, ce qui étaient les trois gros trucs, tu vois, Trick Track, un monde de jeu et l'As d'or. Et avoir un podcast, ça faisait partie de mes rêves aussi. Donc, moi, je sais pas. Je crois que vraiment, là, me faire une autre petite chaîne Twitch, c'est ma petite ambition, vraiment. Et me faire vraiment plaisir au milieu de tout ça. Et puis, qui sait, je sais pas. Je sais pas. Peut-être un jour, trouver un boulot dans le milieu du jeu de société qui convienne à mon caractère, un jour. Mais j'ai pas de prétention pour l'instant, et on m'a proposé quelques trucs, mais pour l'instant, tant que je suis au jury, je veux rester libre. Voilà. Mais on verra. Je sais que je pourrais pas faire du Twitch toute ma vie, c'est fatigant. Et j'ai 4 heures de live, il faut les tenir. Voilà. Mais ça peut être quelque chose. Ça va. 45. Ouais, mais je te jure que c'est fatigant. Oui, je veux bien croire. Non, mais je pense que j'en ai encore pour un peu de temps avant de m'enlacer. Mais je sais pas. J'avais une copine qui disait, toi, 2 ans plus tard, t'es pas la même chose qu'il y a 2 ans, donc on peut pas savoir où tu seras. Et vraiment, j'ai jamais de projection de moi. Par contre, je me dis, ouais, j'espère qu'il y aura à nouveau des trucs où je dis oui. Et oui, il se passera un truc auquel je m'attends pas. Et as-tu pensé à la création tout bêtement de jeux? Ouais. Oui, mais je crois que je suis plus joueuse que créative de jeu. Je crois que je crois. Peut-être que si je le fais, ça serait avec quelqu'un. Enfin, ça serait à 2 et avec un échange. Je suis pas très capable, moi, de me mettre toute seule devant un papier et de commencer à gribouiller une idée. C'est des gens fous, les auteurs.
C'est des gens fous. Oui, je m'en rends compte Ils ont parfois. des idées de mécanique toutes les 2 secondes, ils griffonnent ça, c'est comme les dessinateurs, c'est fascinant. Et je pense que on peut pas avoir envie de faire un jeu. Je pense qu'on fait des jeux ou on n'en fait pas. Et donc moi, quand on me demande est-ce que tu aurais envie d'en faire, comme tout le monde, j'adorerais, mais est-ce que je suis à la hauteur de ça? Est-ce que si je devais en avoir fait, j'en aurais pas déjà fait? Par contre, si un jour un auteur, je pense à des copains auteurs, vient vers moi et commence à faire un truc avec moi, je serais contente. Je me dirais, oh ouais, ça serait cool. Ouais, je pense qu'il faut savoir garder sa place. Voilà, je suis pas sûre que ça soit mon ambition profonde. Bon, qui sait, on verra dans quelques années, on en reparlera peut-être. Puis je veux pas faire un jeu nul. Bah oui, là maintenant t'as la pression, c'est vrai, t'as la pression. T'es quand même très investi aussi dans la défense et l'engagement du jeu de société. Oui. Le côté très créatif justement. Oui. Comme objet culturel. Oui. Donc ça tu le défends fort aussi. Oui. Tu défends aussi fort le travail des illustrateurs et illustratrices qui sont menacés par les IA. On peut et pas que dans le jeu de société, mais dans tous les domaines. Moi, je viens d'une famille d'artistes, donc mon père est peintre, ma sœur est peintre, ma mère est écrivain. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable, ce qu'on essaye de nous faire avaler là. C'est inconcevable. Voilà. Donc oui, ça pour moi, c'est des causes très importantes. J'entends des gens qui disent que je me suis pris un commentaire sur YouTube absolument affreux où quelqu'un disait ouais, mais si on met un peu d'IA dans son jeu, on peut finir en auto-da-fé chez Pénélope. Ben ouais. J'ai envie de dire ouais en fait. Tant pis. Prenez-moi pour ce que vous voulez, mais c'est une question. C'est pas une question d'esprit fermé ou ouvert. C'est une question de qu'est-ce que j'ai envie que la vie soit, qu'est-ce que c'est mon idéal, qu'est-ce qui me fait rêver. Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'être humain qui fabrique et qui fait des choses qui me fascinent. Je ne suis pas impressionnée par une machine qui sait mixer des images. Ça ne m'impressionne pas. Les gens qui disent ouais, c'est quand même super beau, je suis là genre mais je comprends pas en fait. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas impressionnant, c'est la moindre des choses qu'une machine sache faire ça. Enfin, c'est le minimum, en fait. C'est un humain qui lui a dit de le faire, donc c'est le minimum. Donc oui, pour moi, c'est un peu une déshumanisation de la société. On en était déjà dans un certain degré de ça, mais il y a un moment, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop à certains endroits, quoi. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience globale et que ça commence à s'organiser. Pour justement éviter les dérives. Enfin, oui, au début, je pense qu'il y a eu il y a 1 an et demi quand j'ai réagi un peu fort. Je crois qu'on m'a pris pour une dingue dans le sens où tout le monde voyait ça plutôt comme un nouveau jouet. Tu parles de Path of Civilization je veux pas remettre le sujet sur le... Mais voilà, je comprends qu'on puisse voir ça comme quelque chose de fascinant et de nouveau jouet. Qu'on ait envie de tripatouiller là-dedans, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est qu'on comprenne pas l'ampleur du désastre que ça représente pour la création en vrai, et que ça n'a rien à voir avec la création humaine. Et oui, j'ai vu le discours énormément changer sur cette année et demie, et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui se rendent compte de ce que ça pourrait avoir de catastrophique, mais même au niveau des lois, etc. Donc, de toute façon, c'est pas viable cette histoire. Une image appartient forcément à quelqu'un qui l'a créée, donc il y aura des problèmes de droit qui vont devoir être résolus. Mais c'est comme l'époque, moi je compare ça à l'époque où on téléchargeait la musique comme des fous furieux. Je l'ai fait, donc je suis... Oui, les films et tout voilà. ça. Et aujourd'hui, on me dit ouais, mais aujourd'hui ça existe toujours. Oui, mais non, ça a été légiféré. Il y a les plateformes de stream, le côté on a 15 ans, on télécharge toute notre musique gratuitement et on s'en fout et on n'a pas de problème avec ça. C'est quand même... Ça appartient quand même à une autre époque. Mais tu as sans doute connu l'époque où on avait la cassette et qu'on enregistrait la radio préférée. Oui, enfin bon, on avait un son tellement merdique que ça n'avait pas trop de... Et encore, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe avec les IA, c'est la plus grande opération de vol jamais effectuée au monde. C'est le plus grand cambriolage de l'histoire. Et on cautionne ça. Et en plus, c'est hyper anti-écologique. Donc, faut savoir ce qu'on veut. On va s'arrêter là parce que c'est vrai que ce débat-là pourrait durer encore des heures, mais c'est vrai que oui, ça évolue et ça commence à s'organiser. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les métiers d'illustration forcément, mais on peut parler de la traduction, c'est pareil, ça peut être une catastrophe. Pareil. Mais en plus, quand on sait, moi ma copine est traductrice, quand on sait ce que c'est que la traduction, en réalité, c'est pas prendre un mot et le traduire, c'est comprendre son sens. Avoir une connaissance du pays et savoir traduire avec le sens du... Bon, bref, c'est pas, une machine ne peut pas faire ça. Tout à fait. Et si elle le fait un jour, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Écoute, Pénélope, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais me dire sur tes projets? Alors, tu m'as évoqué vite fait ta chaîne Twitch autour de l'histoire, etc. Ouais. Dans le milieu du monde ludique, on verra les opportunités
J'ai plein de projets, des petits projets. Je voudrais refaire de l'expo photo parce que j'en ai fait à une époque et que c'est quelque chose qui m'équilibre. J'ai mon groupe qui fonctionne toujours, Nebraska. Donc tu es guitariste ? Guitariste, ouais, composition guitare. Et on a fait un concert cet été en première partie de Claudio Capéo sur l'Île-Dieu. C'était marrant et on va essayer de faire quelques concerts encore l'année prochaine. On sort un nouvel EP. Donc il y a plein de... Moi, c'est ça mes projets. C'est continuer de pouvoir toucher un peu à tout dans les domaines qui te plaisent. Dans les domaines qui me plaisent. Et essayer d'arriver à quand même un peu gagner ma vie au milieu de tout Entre deux, ouais. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Je te propose qu'on fasse un petit portrait chinois ludique. Oh, j'adore. Voilà. Alors, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Donc, solo, compétitif, semi-coop. 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 Ouais, semi-coop. Ok. Ouais. Non, mais d'un coup, je me suis dit, compétitif. Moi, je suis pas si compétitrice que ça, mais j'aime bien le semi-coop. Je sais que tout le monde déteste, mais moi, je déteste pas j'aime bien aussi, moi. Qu'il y ait une partie du jeu où je suis clairement le semi-coop. C'est ma gueule, mais quand même les autres aussi, quoi. Donc, ça me va bien. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? C'est difficile de pas donner ma mécanique favorite parce que c'est difficile, mais ouais, je crois que je serais quand même le deck building. C'est celle qui me branche le plus, c'est organisé, c'est ça, ouais, c'est moi. Et puis évoluer toujours vers le meilleur. Ouais, Dominion, quoi. Ok. Si tu étais un illustrateur ou une illustratrice comment de jeux c'est de société. dur, non, mais tu peux pas me faire ça. C'est là qu'on se fait des copains. Je les aime tous. Non, je vais pas en dire un français, comme ça je ferai pas de malheureux. Non, mais c'est dur si tu étais, parce que je vais être très prétentieuse, je vais dire mon favori forcément, parce que c'est pas un vrai portrait chinois, c'est plutôt quel est mon illustrateur favori. J'adore Quenchai Moria, donc je vais dire Quenchai Moria. Ok, bon ça on se fâche pas avec les copains. Voilà. Je vous aime tous. Là c'est plus dans le portrait chinois ludique, mais si tu avais quelqu'un à me proposer à mon micro pour un futur podcast, dans le monde ludique bien sûr, qui tu pourrais me proposer ? Flûte. Dit comme ça, en plus, tout le monde est là. Ludo Maublanc. Ludo Maublanc. Ok. Voilà. Ok. Je l'avais fait une fois, mais juste sur le jeu Les Toits de Paris quand c'était sorti. Donc, raconter tout son parcours. Il y a quoi dire, je pense. Là, d'un coup, c'est lui qui m'est venu, mais après, il y a également Monsieur François, bien sûr. Eh bien, écoute, Monsieur François, je le rencontre demain. Eh ben voilà. Écoute, merci beaucoup Pénélope pour ce moment partagé. Merci à toi. Bonne chance pour la suite. Et puis, on termine le podcast comme on termine les vidéos en disant, alors avec Pénélope, tu joues ou quoi ? Et le tu joues quoi, on dit ensemble. Très bien. Okay. D'accord. Alors avec Pénélope, tu joues ou quoi ? Je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Et pour les commentaires encourageants, régulièrement postés sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller visionner les différentes vidéos présentées par David sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Dans le prochain épisode, vous aurez le plaisir d'entendre l'un des auteurs français les plus prolifiques. J'ai nommé Bruno Catala, qui a plus de 150 jeux édités à son compteur. Alors restez bien à l'écoute !